Posez vite les 2 paumes sur la table. Enlève ta robe. Ah, je vais prendre ce foutu marteau et l'abattre à mort, juste devant vos yeux. Vous voulez vraiment que je vous serre la main? J'insiste. Je n'ai pas pu résister. En regardant les films de Quentin Tarantino, nous acceptons les règles de son univers fictif et exagéré qu'il maîtrise parfaitement. Cela s'applique aussi bien aux traits de caractère exagérés des personnages. Vous voulez vraiment que je vous serre la main? J'insiste. Il en va de même pour les scènes de violence excessivement embellies. Nous comprenons que cela ne peut pas se produire dans le monde réel, que le sang ne peut pas jaillir en fontaine de cette façon. Et que les bâtiments ne peuvent pas exploser comme s'ils étaient faits de dynamite. Nous acceptons cette réalité fictive et prenons un plaisir intense devant la dynamique et l'adrénaline de ces scènes. Mais Django Libre occupe une place un peu à part dans la filmographie de Quentin. Ce film contient aussi beaucoup d'exagération. Des fusillades avec des litres de sang éclaboussant les murs, des exploits de précision incroyables, et ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit de représenter les horreurs de l'esclavage, le réalisateur n'exagère pas. Il ne trompe pas le spectateur. Au contraire, Saint-Oumtsan, il atténue parfois même les atrocités qui se sont réellement produites. J'ai payé $500 pour toi? L'incarnation de cette cruauté dans le film Django Unchained est le personnage de Calvin Candy, brillamment interprété par Leonardo DiCaprio. Dans cette vidéo, nous allons dresser le portrait psychologique de Calvin Candy, déterminer s'il est un psychopathe et découvrir ce que signifie réellement tout le luxe dont il s'est entouré. Sur le plateau de tournage, il s'est produit un événement qui a amené Quentin Tarantino à éprouver encore plus de respect pour DiCaprio. Dans une scène, Leonardo, plongé dans son rôle, a frappé violemment la table, où était un verre. Posez vite vos 2 paumes sur la table. Le verre a éclaté, lui blessant la main, d'où le sang a aussitôt commencé à couler. Mais Léonard n'est pas sorti de son rôle. De quoi parlions-nous? Et comme si de rien n'était, il a continué à jouer. Et le sang dans cette scène était absolument réel, contrairement aux autres scènes où des dizaines de litres de faux sang étaient utilisés. C'était amusant d'observer leur réaction. J'ai frappé sur la table, puis, quand j'ai ouvert la main, le sang a commencé à jaillir, et je regarde Jimmy. Et Quentin, lui. Et l'idée de cette scène était improvisée. Si vous pensez que mon prix pour cette négresse est trop élevé pour vous. Ici, on a utilisé du sang artificiel, car mettre du vrai sang sur le visage de Kerry Washington aurait été excessif, même pour Tarantino. Calvin Candy est un marchand d'esclaves connu pour sa cruauté et son comportement sadique, que Marcha et toute la bande envoient d'Artagnan au paradis des Noirs. Il gère impitoyablement une plantation dans le sud des États-Unis, où les esclaves noirs subissent humiliation et torture sous sa direction. S'il vous plaît, monsieur Candy, j'ai... Non, 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 ce n'est pas la peine. Ça suffit. Arrête avec tes supplications. N'essaie pas de m'attendrir. Candy prend plaisir à la souffrance et à l'humiliation des esclaves, les traitant comme ses objets. J'ai payé $500 pour toi. Quand je paie $500, je m'attends à ce qu'un nègre tienne 5 combats avant de quitter le jeu. Quant à la motivation de Calvin, elle devient claire dès les premières 2 minutes de la conversation entre Schultz et Calvin. Je m'ennuie de tout. Et ça, c'est un bon divertissement. Tout ce qui l'intéresse, c'est le divertissement. N'oublions pas comment s'appelle ce domaine. J'ai passé toute ma vie ici. Ici, à Candyland. En même temps, il se considère comme un homme intelligent, civilisé et instruit. Mais voyons voir si c'est vraiment le cas. Lors de leur première rencontre,
On explique à Schultz que Candy, comme tous les gens civilisés, est un amateur de tout ce qui est français. Oui, il est un peu francophile. C'est fréquent chez les gens cultivés. Et il préfère Monsieur Candy. Chez Calvin Candy, chaque détail reflète le raffinement et l'érudition du propriétaire. À l'intérieur des vastes salles et des pièces luxueuses sont exposées des œuvres d'art, des objets anciens et des trésors qui témoignent de son goût raffiné. Les ensembles de meubles luxueux, la vaisselle élégante et les lustres sont destinés à créer une impression de haut statut et d'élégance. Le maître de cette maison, Calvin Candy, cherche également à maintenir l'image d'un homme raffiné et sophistiqué. Calvin dans la chambre de Jules César. Il est vêtu de vêtements élégants et beaux, soulignant son statut et son goût. Dans ses mains, une cigarette au fume-cigarette lui apporte plus d'élégance et de charme. Roscoe, une bière pour l'homme à la barbe et un plongeur polynésien pour moi. Mais bien du rhum. Chaque objet dans cette pièce fait l'éloge de la civilisation, à l'exception d'un petit détail. Devant la majestueuse cheminée, où règnent habituellement confort et chaleur, deux hommes noirs se déchirent impitoyablement, brisant des os et assénant des coups mortels. Et le maître, vêtu de ses habits raffinés, un fume-cigarette à la main, observe ce spectacle bestial, puis, à la toute fin, jette un marteau au vainqueur et ordonne d'achever l'adversaire terrassé. Voilà un homme soi-disant civilisé, mais est-il vraiment aussi instruit qu'il le prétend ? La clé pour comprendre cette question réside dans de nombreuses contradictions. Candy se considère comme un francophile, mais en réalité, il ne connaît pas la langue française. Il ne parle pas français. Évitez d'utiliser des mots français, cela le troublerait. Il a nommé son esclave d'Artagnan en l'honneur du personnage du roman Les Trois Mousquetaires, d'Alexandre Dumas. Si Alexandre Dumas était là aujourd'hui, je me demande ce qu'il en penserait. Mais il ignore que la grand-mère paternelle de Dumas était une esclave noire originaire de l'île d'Haïti. Alexandre Dumas était noir. Il se considère comme un intellectuel, mais ce n'est pas lui qui a remarqué qu'on le menait en bateau, c'est son esclave, qui semble bien plus intelligent que son maître. Steven, de quoi parles-tu, bon sang ? Ils essaient de vous duper, voilà de quoi je parle. L'intérieur de sa maison n'est raffiné qu'en apparence. En y regardant de plus près, on voit que ce n'est qu'un assemblage incohérent de styles. Des statues romaines et égyptiennes, symboles de grandeur, s'élèvent près d'une table de billard entourée de nombreuses dorures. L'intérieur de la maison de Calvin Candy n'est rien d'autre qu'une prétention au luxe, choisie selon le principe du tape à l'œil. Calvin Candy n'est rien de plus qu'un pseudo-intellectuel. Son pseudo-intellectualisme touche aussi ses convictions racistes. Lorsqu'il discute avec ses invités, il raconte une histoire sur l'esclave de son père qui, pendant de nombreuses années, le rasait avec un rasoir coupe-gorge. C'est Ben, un vieux noir qui vivait ici il y a très longtemps. Il n'a jamais essayé de tuer son maître une seule fois. Si j'avais été à la place du vieux Ben, j'aurais tranché la gorge de mon père, et il ne m'aurait pas fallu 50 ans pour le faire. Pour étayer sa pseudo-théorie scientifique, il sort le crâne de cet esclave et découpe un morceau d'os avec une scie. Il affirme que la présence de fossettes spécifiques influence les centres de soumission, tandis que chez les Blancs, ces fossettes se trouvent dans la zone liée à la créativité. 3 fossettes nettes dans la zone liée à la soumission. Il tire ses conclusions en se basant sur la science de la phrénologie. La phrénologie est une théorie pseudo-scientifique fondée sur l'hypothèse d'un lien entre la forme du crâne et les caractéristiques psychiques d'une personne. Alors, pourquoi l'esclave n'a-t-il pas vraiment tué son maître ? En réalité, Calvin Candy passe à côté de l'essentiel et ne voit pas les choses évidentes. La réponse à cette question se trouve dans les événements ultérieurs du film. Schultz tue Calvin. Et il ne survit littéralement que quelques secondes après cela. De plus, après cela, l'esclave Steven et mademoiselle Lara réfléchissent à la manière de punir plus sévèrement les survivants. La compagnie minière Liquinta Diqui est un véritable enfer pour les esclaves noirs. C'est exactement ce qui attendait Django après avoir tué Candy Schultz.
Et voici la réponse évidente à la question de savoir pourquoi l'esclave de son père n'a jamais tenté de tuer son maître. Au fait, Calvin Candie est-il un psychopathe ou un sociopathe? C'est une bonne question. Il montre des signes de cruauté, d'indifférence à la souffrance des autres, ce qui peut indiquer la présence possible de traits pathologiques dans son caractère. Observez la réaction des autres lors de la scène de combat entre les deux noirs. Pour Calvin, c'est une fascination. Il choisit aussi de montrer les cicatrices de Brumhilda pour divertir tout le monde. Enlève ta robe et montre ton dos au docteur Schultz. Ce qui provoque l'indignation de sa sœur. On dirait que c'est dessiné, hein? Calvin, nous sommes à table et personne ne veut regarder son dos. Je pense qu'il ne souffre pas de troubles de la personnalité antisociale, donc il n'est pas un psychopathe. Après tout, il traite plutôt bien sa sœur et les autres blancs dans sa maison. Rends-moi service. Va voir ce qui se passe là-bas. De plus, il n'est pas du tout indifférent à la souffrance des gens, comme c'est souvent le cas chez les psychopathes et les sociopathes, bien au contraire. Tout cela lui procure des émotions de plaisir incroyables. Il est plutôt un raciste avec des penchants sadiques et simplement un enfant gâté qui a grandi au milieu de toute cette cruauté. J'ai passé toute ma vie ici à Candyland. Et pour lui, ce n'est rien d'inhabituel. Il y est habitué et il ne considère pas seulement cela comme la norme, c'est pour lui un simple divertissement. Comme tout sadique, il aime humilier les autres. Il ne lui suffisait pas d'avoir vaincu Schultz et Django. En menaçant de briser le crâne de Brumhild avec un marteau et en vendant une esclave estimée à quelques centaines de dollars pour 12 000. Je vais prendre ce putain de marteau et la battre à mort, juste devant vos yeux. Il devait humilier Schultz par une poignée de main. Vous voulez vraiment que je vous serre la main? J'insiste. C'est pourquoi il en est mort. Selon Tarantino, c'est Schultz, pas Django, qui devait tuer Calvin. Quentin lui-même l'a expliqué ainsi. Si Candie tue Django, cela ressemblera à une simple vengeance d'un noir contre un blanc. Mais si c'est Schultz, le blanc, qui le tue, cela devient le symbole de la fin de l'ancien temps et du changement de l'ordre établi.